La question que vous devez vous poser systématiquement avant d'apprendre un item en anatomie, c'est quel est l'intérêt de connaître cette structure pour ma future activité professionnelle? Et donc là, la question est quel est l'intérêt de connaître l'anatomie du muscle petit glutéal? On va prendre un exemple avec un cas clinique fictif d'un homme de 33 ans qui vous décrit une douleur continue dans la hanche qui survient à la course à pied au bout de à peu près 30 minutes d'effort. La douleur persiste après l'effort, elle ne cesse pas d'elle-même, et elle disparaît après 1 ou 2 jours de repos. Et la douleur réapparaît à chaque session de course et dans certaines autres activités physiques. Évidemment, le patient va cibler plus ou moins précisément la zone de cette douleur-là, et effectivement, c'est vraiment votre connaissance des différentes structures de la région qui va vous permettre de remonter la cause du problème. Donc déjà, avant même de trouver la solution du problème et donc de remonter à la cause, il faut déjà déterminer la localisation précise de cette douleur. Donc le patient peut le faire plus ou moins précisément en fonction justement du caractère de la douleur. Et ensuite, il faudra aussi, à minima, connaître le type et le caractère de la douleur. Donc le type, c'est douleur nociceptive, douleur neuropathique, etc. etc. Donc, pourquoi? Eh bien parce que les douleurs de hanche sont légion et que dans votre future activité de thérapeute, que ce soit dans le médical ou le paramédical, vous allez être confronté à de nombreuses personnes, de nombreux patients ou malades qui vont vous décrire une douleur dans cette région-là. Et c'est pour ça que vous devez impérativement avoir des connaissances anatomiques approfondies de la région glutéale. Et justement, les muscles glutéaux sont le siège de nombreuses douleurs de type du coup musculo-tendineuse, donc nociceptive, dans cette région-là. Donc, dans votre projet de connaître dans le détail l'anatomie topographique des douleurs de hanche pour être un meilleur clinicien, eh bien, la connaissance des muscles glutéaux vont être primordiaux puisqu'ils occupent une grande partie d'un point de vue anatomique, mais aussi d'un point de vue physiopathologique, des douleurs que les patients vont rapporter dans cette zone-là. Donc, connaître l'anatomie des muscles glutéaux vous permettra une meilleure prise en charge diagnostique et thérapeutique. Et c'est pourquoi on va voir maintenant, du coup, l'anatomie du muscle petit glutéal, anciennement muscle petit fessier. Donc, je vais prendre mon pointeur laser. Ici, on a vu l'intérêt de connaître ce muscle, et donc on enchaînera ensuite avec une présentation générale avec un E, évidemment. Donc là, je me permets de vous rappeler le plan type de description d'un muscle, qui est quasiment tout le temps le même, avec donc l'introduction, la présentation générale et l'intérêt clinique, thérapeutique qu'il y a à connaître cette structure. Ensuite, on verra l'origine, ou les origines du muscle, sa terminaison, son trajet et son corps musculaire, son action, et ensuite son innervation et sa vascularisation, et pour finir, quelques éléments cliniques supplémentaires pour justement lier l'anatomie de ce muscle à la physiologie, la pathologie et les autres disciplines médicales classiques et incontournables pour qui veut être bon clinicien. Alors, en termes de présentation générale, le muscle petit glutéal ou petit fessier appartient au groupe des muscles glutéaux. Et donc, il est situé très naturellement dans la région de la hanche et plus précisément donc dans la région glutéale, qui est une sous-partie de la région de la hanche. C'est un muscle fusiforme ou bipéné en fonction des auteurs. Et du coup, il est tendu de l'os coxal au fémur et il a une forme triangulaire à sommet inférieur. Donc cette illustration ne montre pas vraiment ce caractère triangulaire, mais on le verra mieux sur d'autres illustrations. Donc ici, on a effectivement le muscle petit glutéal. Ici, on a l'insertion proximale du muscle tenseur du fascia lata, l'insertion proximale du muscle moyen fessier et donc son insertion distale. Et ici, on a les insertions profondes du muscle grand glutéal. Enfin, grand fessier ou glutéal, grand glutéal. Donc pour rappel, juste petite parenthèse, les illustrations de cette vidéo sont disponibles gratuitement en PDF, donc je vous laisse voir dans la description si vous voulez récupérer les schémas pour réviser ou faire des flashcards. Donc ensuite, on passe aux origines du muscle petit fessier. Donc on l'a vu très rapidement précédemment, donc les origines
de ce muscle se font au niveau de l'aile iliaque sur sa partie latérale, donc anciennement sur la fosse iliaque externe, et donc dans une zone d'insertion qui va être comprise entre la ligne glutéale antérieure, ici, qui normalement devrait partir un peu plus en arrière et être un peu plus horizontale, et la ligne glutéale inférieure qui sépare du coup l'insertion de ce muscle de la gouttière supracotyloïdienne, ou acétabulaire, gouttière acétabulaire. Donc en arrière de ce muscle, on va retrouver ici en arrière en bas donc la grande échancrure ischiatique, et en avant on va avoir ici donc l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure et donc l'échancrure interépineuse. Et ici on aura l'insertion du tenseur du fascia lata. Et l'insertion de ce muscle se fait par des fibres charnues. Ensuite, on va voir la terminaison de ce muscle. Donc là, elle se fait sur le fémur et plus précisément sur son épiphyse supérieure, donc principalement le grand trochanter, donc une partie de l'épiphyse qui est le grand trochanter, à sa face antérieure ici. Et du coup, effectivement, on voit que l'insertion du petit glutéal, son insertion distale, se fait en dehors de l'insertion du muscle droit fémoral, le tendon récurrent. Et en dessous, on va retrouver ici le vaste latéral. Et évidemment, sur la face externe ici du grand trochanter, on retrouvera le moyen fessier, l'insertion distale. Et sur la face supérieure du quadrilatère formé par le grand trochanter, on aura la terminaison du muscle périforme. Et à noter donc que la terminaison se fait par un tendon et que en arrière de ce tendon, pour éviter justement les frottements du tendon contre le bord ici de l'os du grand trochanter, on a la présence d'une bourse de glissement, une bourse synoviale, une bourse séreuse qui permet le glissement du tendon contre l'os. À noter également au niveau de la terminaison qu'on a une petite particularité, c'est qu'on a une expansion aponévrotique depuis le tendon. Alors là, effectivement, le dessin est incorrect puisque normalement l'insertion devrait partir vraiment du tendon, donc le tendon devrait être plus supérieur, et cette expansion aponévrotique devrait partir du tendon. Pour aller où? Pour aller du coup sur le faisceau ilio-pré-trochantérien, ici, du ligament iliofémoral ou ligament de Bertin. Et il y a également des projections qu'on n'a pas représentées ici, elles sont rarement représentées, mais on a également des expansions fibreuses pour le tendon récurrent du muscle droit fémoral. Donc voilà pour la petite particularité de la terminaison du muscle petit glutéal. Ensuite, on va voir le corps musculaire et le trajet de ce muscle. Donc voilà, là on a un schéma qui représente un peu mieux la forme triangulaire en éventail du muscle petit glutéal. Donc on vient de le dire, c'est un muscle triangulaire à sommet inférieur en forme d'éventail. C'est un muscle bipéné ou fusiforme en fonction des auteurs. Donc là ici c'est une représentation bipénée. Et on se rend compte que les fibres antérieures sont quasiment verticales, pour ne pas dire verticales, alors que plus on va à la partie postérieure de ce muscle, plus les fibres s'horizontalisent, et donc les fibres postérieures sont clairement obliques en bas et en avant. Et donc on a une convergence de ces fibres musculaires vers le grand trochanter à sa face antérieure. Et comme on l'a déjà dit, du coup, les frottements du tendon sur l'os sont évités, entre guillemets, sont atténués par la présence d'une bourse de glissement, d'une bourse séreuse. Et d'un point de vue, quelques éléments de topographie rapide, mais on refera de la topographie quand on verra la question sur justement l'anatomie topographique de la région des muscles glutéaux. Eh bien, effectivement, on se rend compte ici que c'est le muscle le plus profond de la loge des muscles glutéaux et qu'il recouvre entièrement les muscles pelvitrochantériens et l'articulation coxofémorale par la même occasion. Et il est, alors là on ne le voit pas sur ces schémas-là, mais comme je vous dis, on détaillera ça dans les vidéos consacrées à la topographie de la hanche. Donc il recouvre les muscles, il est sur le même plan que le piriforme, ainsi que l'obturateur interne qui arrive ici par là, accompagné des jumeaux, et le carré fémoral. On passe aux actions de ce muscle. Donc tout d'abord les actions en dynamique. Donc on a ici avec un point fixe os coxal et un point mobile fémur. Le muscle va être abducteur
et fléchisseur. Et on le voit grâce aux flèches ici qui indiquent le trajet des fibres. Effectivement, quand il y a une contraction des fibres ici, on a une abduction qui va se produire, une élévation du fémur ici sur la partie latérale. Et on se rend compte que la contraction des fibres postérieures va avoir tendance à justement faire avancer le fémur, donc faire une flexion du fémur sur la hanche, enfin sur l'os coxal. Et ensuite, on va avoir donc sur une vue supérieure de l'os, on va avoir donc toujours point fixe os coxal, point mobile fémur, les fibres antérieures qui vont permettre en se contractant une rotation médiale, alors que les fibres les plus postérieures, de par leur disposition, vont en se contractant favoriser la rotation latérale du fémur par rapport à l'os coxal. Ensuite, l'action en statique, donc là sur une vue antérieure avec coupe du bassin, on a justement ici le muscle petit fessier ou petit glutéal qui est recouvert par le muscle moyen glutéal. Et on voit effectivement que ces muscles-là participent à la stabilisation latérale de l'articulation coxofémorale. Donc on n'a pas représenté ici justement les moyens de stabilisation, on va dire médiale de l'articulation coxofémorale. Il s'agit évidemment des muscles adducteurs. Puisque les muscles adducteurs, certes, sont adducteurs, mais ils sont aussi stabilisateurs de l'articulation coxofémorale. Et donc évidemment, le muscle moyen fessier, moyen glutéal, est encore plus stabilisateur que le petit glutéal. Mais les deux participent de la même fonction. Et ensuite, justement, d'un point de vue, on va dire, statique dynamique, en appui monopodal, donc sur un pied, eh bien, on va voir tout l'intérêt de cette stabilisation, justement, de l'action des muscles moyens et petits glutéaux. Donc, si on a une élévation du fémur, enfin, si on a une flexion, par exemple, du fémur dans le cadre de la marche, on a une flexion du fémur, le poids, justement, le poids du membre inférieur va entraîner le bassin à gauche, donc il va entraîner une chute du bassin sur le côté gauche. Et on va avoir de manière réflexe une contraction des muscles moyen glutéal et petit glutéal pour éviter la chute du bassin sur le côté. Donc il y a une stabilisation du bassin dans le plan horizontale par contraction des muscles, donc contraction synergique des muscles petits et grands et moyens glutéales. Et donc ça aura un intérêt pour comprendre le signe de Trendelenburg au niveau de la hanche. Donc on verra ça dans la vidéo consacrée donc au signe de Trendelenburg, mais aussi dans la vidéo consacrée au muscle moyen glutéal. Ensuite, quelques mots sur l'innervation et la vascularisation de ce muscle. On a donc effectivement en provenance du plexus sacré le nerf glutéal sup qui va passer dans l'espace piriformien, ici, enfin suprapiriformien, pardon, et donc se diviser en plusieurs branches, en deux branches principales, qui vont aller innerver les muscles, donc le moyen fessier, le petit fessier, et on ne l'a pas représenté ici, mais le tenseur du fascia lata également. Ensuite, on a en provenance de l'artère iliaque interne, branche de division de l'artère iliaque commune, une artère glutéale supérieure qui elle-même va passer dans le même espace suprapiriformien, mais souvent elle passe dans une petite arcade, pareil qu'on n'a pas représenté ici, on représentera ça dans la topographie de la région, c'est l'arcade de Buisson, ici. Voilà. Et enfin, la veine glutéale qui n'a pas été représentée ici, mais qui est satellite de l'artère glutéale, va elle aller se jeter dans la veine iliaque interne en passant également dans l'espace suprapiriformien. Donc, avant de parler de pathologie, un petit mot, je vous rappelle donc que si vous souhaitez apprendre l'anatomie, eh bien, j'ai une petite formation gratuite donc, qui s'appelle les 10 commandements de l'anatomie. Donc c'est à peu près 3h, 3h30 de vidéo pour, on va dire, apprendre à apprendre l'anatomie.
Et donc la formation est maintenant disponible dans l'école en ligne Structure Fonction. Donc si vous souhaitez suivre cette mini formation, eh bien rendez-vous dans la description de la vidéo pour regarder pour suivre cette mini formation et améliorer vos techniques d'apprentissage. Et ensuite, si vraiment vous voulez développer votre méthode de travail de manière optimale et en accord avec les études scientifiques et les preuves scientifiques, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que justement le premier niveau de ma formation payante, la méthode Vézal, va bientôt être disponible. Et du coup, avec elle, si vous avez des problèmes de méthodologie ou autres, vous pourrez vraiment développer et améliorer votre méthode de travail pour apprendre de la manière la plus efficace et efficiente qui soit, et ainsi, du coup, maîtriser, on va dire, les sciences du corps humain indispensables à votre futur métier, et également, du coup, apprendre plus vite et plus facilement, et réussir évidemment vos examens, ce qui est aussi important. Donc, pour en savoir plus, eh bien, vous pouvez me contacter par email à contact@structurefonction.com. Donc, ensuite, pour finir avec cette vidéo, on va parler des éléments cliniques, quelques éléments cliniques en rapport avec ce muscle petit glutéal. Donc, on a évidemment, de manière très courante, les atteintes musculo-tendineuses, donc des tendinopathies du muscle petit fessier, donc c'était l'exemple que je donnais en début de vidéo. On peut aussi avoir des myalgies tout simplement, donc des douleurs dans le corps musculaire, ou évidemment avec la présence de la bourse ici de glissement, une bursite ou une bursopathie, et effectivement ces atteintes-là du muscle et de ses annexes produiront des phénomènes douloureux, ici donc de type nociceptif et plutôt musculo-tendineux. Mais on peut avoir également des atteintes neurologiques avec une paralysie ou une parésie des petits et moyens glutéaux, et donc tenseur du fascia lata aussi par extension, par atteinte du nerf glutéal supérieur. Et ça, on l'a évoqué un peu plus tôt, ça va donner un signe de Trendelenburg positif. Et comme je vous l'ai dit, on verra ça dans la vidéo consacrée au signe de Trendelenburg et dans la vidéo du moyen glutéal. Voilà, pour finir, conseil d'apprentissage, conseil pédagogique, je vous conseille évidemment comme toujours de faire des flashcards donc sur par exemple l'application Anki ou tout autre, ou même sur format papier si vous le souhaitez, et donc d'utiliser les illustrations de la vidéo qui donc sont disponibles gratuitement en PDF dans cette vidéo pour vos flashcards. Ou mieux encore, vous pouvez reproduire les illustrations de la vidéo pour faire vos propres schémas. C'est encore mieux pour apprendre. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous mettez les flashcards sur Anki par exemple ou toute autre application et ensuite vous testez vos connaissances en tirant ces nouvelles flashcards.